Radio Kunafoni, il est midi à Washington DC, 16 heures à Bamako et Niamey, 17 heures à N'Djamena. Le journal. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Kunafoni. Bienvenue dans votre journal, au micro Awadiko, au programme ce jeudi 2 juillet 2026. La guerre en Iran ravit les tensions entre Washington et Riyad. La France tente un retour discret en Centrafrique. L'Afrique du Sud compte ses blessures après les violences anti-immigrés. Le Zimbabwe franchit un camp vers une présidence à vie. Air Congo inaugure son vol direct Kinshasa-Bruxelles et l'intelligence artificielle progresse sur le continent africain. C'est parti pour 25 minutes d'actualité africaine. Restez avec nous. La tension monte dans le détroit d'Ormuz. Le gouvernement iranien a clairement signifié que les opérations de déminage dans ce corridor maritime stratégique ne concernent que lui et personne d'autre. Téhéran réagit directement à une initiative française qui n'était pas la bienvenue. Écoutons le récit de Nicolas Traoré. Dans un communiqué publié lundi, le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que ces opérations seraient à mener par l'Iran seul, conformément au protocole d'accord d'Islamabad. Cette déclaration vise directement le président français Emmanuel Macron, qui avait annoncé vouloir collaborer avec Oman et d'autres partenaires internationaux pour sécuriser le détroit. Téhéran a estimé que la situation régionale reste délicate et complexe et a mis en garde Paris contre toute action qu'il qualifie de provocatrice. Le contexte est particulièrement tendu. La semaine dernière, un porte-conteneur et un pétrolier ont été attaqués dans les eaux voisines. Le commandement central américain a confirmé avoir frappé des cibles iraniennes en réponse à une attaque contre un navire commercial, le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part significative des exportations mondiales de pétrole, reste au cœur des enjeux géopolitiques de la région. Nicolas Traoré pour Radio Kunafoni. La guerre en Iran a rude le prive d'une des alliances les plus stratégiques de Washington. Selon le New York Times, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et le président américain Donald Trump ne voient plus du tout la même chose. Sanata Coulibaly. Au début du conflit, c'est Mohammed Ben Salman lui-même qui avait pressé Donald Trump d'affaiblir l'Iran, voire de le mettre à genoux. Riyad voyait dans cette guerre une opportunité historique d'affaiblir définitivement son rival régional, l'Iran, qui soutient les Houthis du Yémen, le Hezbollah au Liban et menace directement la sécurité du Golfe. Washington et Riyad semblaient alors parler le même langage. Mais quand l'Iran a commencé à affirmer sa puissance militaire, frappant des cibles dans la région et perturbant les routes maritimes stratégiques, le calcul saoudien a brusquement changé. Le prince héritier a changé de cap. Il a réclamé un cessez-le-feu et s'est mis à poursuivre ses propres priorités sécuritaires aux grandes dames de la Maison-Blanche. Pour Riyad, la guerre qui devrait affaiblir l'Iran risquait désormais de déstabiliser toute la région et avec elle l'économie saoudienne. Ce revirement illustre une réalité géopolitique que Washington semble avoir sous-estimée. L'Arabie saoudite ne suit pas une logique de camp, mais une logique d'intérêt. Riyad n'est l'allié de personne de façon inconditionnelle, pas même des États-Unis. Et il le fait sans hésiter. Cette fissure au sein d'une alliance jugée solide rebat les cartes de l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient et elle rappelle à Washington une leçon que les grandes puissances oublient souvent. Dans cette région du monde, chaque pays joue d'abord pour lui-même. Sanata Coulibaly pour Radio Kunafoni. Après des années d'équilibre, la France tente un retour méthodique en République centrafricaine. Une stratégie discrète qui passe par l'argent, la formation des élites et la coopération institutionnelle. Mais face à elle, la Russie est solidement installée. Claude Moutangi. Le dégel franco-centrafricain a débuté au printemps 2024 avec une feuille de route signée entre Emmanuel Macron et le président Faustin-Archange Touadéra. Depuis, Paris a injecté plus de 35 millions d'euros d'appui budgétaire entre fin 2024 et fin 2025 et maintient un portefeuille de 109 millions d'euros de projets via l'Agence française de développement. En mars 2026, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est rendu à Bangui.
La première visite d'un chef de la diplomatie française depuis 7 ans. Il a inauguré un centre pour les droits des femmes, un laboratoire de lutte contre la polio et les bureaux d'expertise France. La France mise sur la formation des institutions, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la fonction publique, pour tisser des liens durables avec les élites centrafricaines. Mais le président Touadéra joue sur les deux tableaux. Il était encore à Moscou chez Vladimir Poutine le 5 mars 2026, quelques jours seulement avant de recevoir le ministre Barrot. Africa Corp, l'ex-groupe Wagner, reste présent en Centrafrique, où sa présence coûterait à Bangui 10 milliards de francs CFA par mois. Les chercheurs observent que la propagande anti-française recule, mais que l'influence russe, elle, ne diminue pas. Claude Moutonji pour Radio Kunafoni. Nous allons maintenant en Afrique australe où l'Afrique du Sud affronte les conséquences d'une vague de violence dirigée contre des commerçants étrangers. Au lendemain de cette vague de violence, les propriétaires de magasins, pour la plupart des étrangers qui y sont investis toutes leurs économies. Marianne Charles nous fait le point. Mohamed Abdul, gérant somalien, raconte que 19 employés de son magasin principal se retrouvent sans travail du jour au lendemain. Son compatriote Ali, 21 ans, évalue ses pertes à plus de 100 000 euros. Des manifestants sont arrivés vers 3 ou 4 heures de l'après-midi et ont tout emporté. Il estime la valeur de son stock à plus de 2,5 millions de rands, soit environ 133 000 euros. Ces violences allaient s'inscrire dans une campagne nationale de protestation menée depuis plusieurs semaines contre les migrants en situation irrégulière, accusés de prendre le travail des locaux. Mardi, le gouvernement a recensé 120 manifestations à travers le pays. Sur plus de 900 personnes arrêtées, la plupart étaient des étrangers sans titre de séjour et des pillards sud-africains. Le gouvernement a maintenu un dispositif de sécurité renforcé, craignant une répétition des émeutes de 2021 qui avaient en fait près de 350 morts. Marianne Charles pour Radio Kunafoni. C'est la fin de la première partie de notre bulletin. Restez connectés. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance. Pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connecté avec Radio Kunafoni. Place maintenant à la deuxième partie de notre journal. Nous continuons avec l'Afrique australe. Au Zimbabwe, une page constitutionnelle vient d'être tournée. Le Parlement a adopté définitivement un projet de loi qui prolonge le mandat du président qui ne manque plus sa signature pour que cela entre en vigueur. Noria Touré nous fait le récit. L'Assemblée nationale a voté par 226 voix contre 41 en faveur de ces amendements constitutionnels qui avaient déjà été approuvés par le Sénat le 24 juin. Au cœur de la réforme, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans et les élections présidentielles au suffrage direct sont supprimées. En pratique, cela signifie que le dernier mandat de Mnangagwa, âgé de 83 ans, serait prolongé jusqu'en 2030. Les figures de l'opposition zimbabwe ont vivement dénoncé ces modifications qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. La partie ZANU-PF de Mnangagwa, qui détient la majorité au Parlement, a largement fait passer le texte sans difficulté. Le Zimbabwe rejoint ainsi une liste grandissante de pays africains où les dirigeants modifient les règles du jeu constitutionnel pour se maintenir au pouvoir, au détriment des garde-fous démocratiques. Enfin, notre page magazine concernant une révolution silencieuse en cours sur le continent africain. Des reportages et analyses de Sanata Koulibaly et Marianne Charles. Bienvenue sur la page MAG de Radio Kunafoni.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ChatGPT, de Gemini et de Copilot. Ces outils informatiques capables de répondre à vos questions, de rédiger des textes, de traduire, de résumer des documents ou même d'aider un élève à faire des devoirs. Ces technologies qu'on appelle l'intelligence artificielle générative progressent rapidement en Afrique. C'est ce que montre une étude publiée par Microsoft au mois de mai 2026. Mais attention, si le continent avance, il reste très loin derrière les pays riches et cet écart pourrait coûter cher à l'Afrique. Écoutons le récit de Marianne Charles. Selon le rapport Global AI Diffusion de Microsoft qui couvre le premier trimestre 2026, près d'un Sud-Africain sur 4 âgés de 15 à 64 ans utilise désormais ces outils d'intelligence artificielle. C'est le taux le plus élevé du continent africain, avec 23,1% contre 19,3% un an plus tôt. Derrière l'Afrique du Sud, on trouve la Namibie à 15,1%, puis la Libye et le Gabon à 15% chacun. Le Sénégal est à 13,9% et la Côte d'Ivoire à 13,1%. Ces chiffres montrent que la jeunesse africaine s'empare de ces outils, portés notamment par la démocratisation des smartphones et la curiosité des nouvelles générations pour les technologies numériques. Mais voilà le revers de la médaille. Dans les pays développés, le taux moyen d'utilisation de l'IA générative atteint déjà 27,5%. Et les pays les plus avancés sont très loin devant. Les Émirats arabes unis affichent 70,1% d'utilisateurs, soit 7 personnes sur 10. Singapour est à 63%, la Norvège à 48%. Pendant ce temps, la moyenne des pays du Sud, elle, n'est qu'à 15,4%. Ce n'est pas une simple différence de chiffres, c'est une différence de puissance économique, car les pays qui maîtrisent l'intelligence artificielle créent plus d'emplois, produisent plus de richesses et prennent de meilleures décisions. Ceux qui sont en retard risquent de se retrouver encore plus dépendants. Microsoft alerte clairement, sans investissement urgent dans l'électricité, l'Internet, les équipements et la formation, l'intelligence artificielle ne réduira pas les inégalités dans le monde, elle les aggravera. Un message que les dirigeants africains doivent entendre et surtout traduire en actes. Et dans le ciel africain, une autre évolution est en marche. C'est une première historique pour la compagnie nationale congolaise. Ce mercredi, Air Congo a effectué son premier vol direct entre Kinshasa et Bruxelles à bord de son tout nouveau Boeing Dreamliner 787-800. Réceptionné la veille avec tous les honneurs à l'aéroport international de Djili lors d'une cérémonie présidée par le président Félix Tshisekedi en personne. Mais derrière l'image de cet avion flambant neuf, c'est tout un symbole économique qui décolle avec lui. La République démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants, un territoire grand comme l'Europe occidentale et ses ressources naturelles parmi les plus importantes de la planète. Coltan, cobalt, or, diamants, forêts, cours d'eau. Un pays immensement riche sur le papier, mais qui peine depuis des décennies à transformer ses richesses en développement pour sa population, fragilisée par des conflits armés persistants à l'Est, une infrastructure insuffisante, des épidémies récurrentes et un enclavement qui coûte cher à son économie. C'est là que cet acte prend toute sa dimension, car investir dans une flotte aérienne nationale alors que le pays fait face à la guerre, à la maladie et à des défis humanitaires immenses, ce n'est pas de la légèreté, c'est au contraire une vision. Le président Félix Tshisekedi l'a compris, un pays ne se relève pas uniquement par les armes ou l'aide internationale. Il se relève aussi par ses infrastructures, par sa capacité à se connecter au monde, à attirer des investisseurs, à faciliter les échanges, à donner confiance. Relier Kinshasa à Bruxelles en vol direct, c'est dire au monde, la RDC est ouverte, elle avance, elle ne se laisse pas définir uniquement par ses crises. Ce choix devrait inspirer d'autres dirigeants africains. Trop souvent, les investissements dans les infrastructures de transport sont reportés, jugés secondaires à l'urgence sécuritaire ou humanitaire. Pourtant, c'est précisément dans ces moments difficiles qu'un pays a besoin de poser des bases de son futur. La RDC, malgré ce qu'elle traverse, montre aujourd'hui qu'il est possible d'avancer sur plusieurs fronts à la fois. C'est cela un modèle. C'est cela un exemple pour le continent africain. Cet appareil, le 6e de la flotte d'Air Congo, peut transporter plus de 260 passagers, dont 24 en classe affaires. Avant sa réception, le chef de l'État a également inspecté les travaux de réhabilitation du terminal passager de Ndjili, entièrement rénové aux standards internationaux. Ces investissements dans les infrastructures aéroportières ne sont pas un luxe pour la RDC. Ils sont le premier pas d'un pays qui refuse de se résigner et qui choisit malgré tout de construire son avenir.
En conclusion, l'intelligence artificielle qui progresse sur le continent. Premier vol direct Kinshasa-Bruxelles pour Air Congo. 2 informations qui, chacune à leur manière, disent la même chose. L'Afrique avance. Le défi maintenant, c'est d'avancer plus vite et de ne laisser personne au bord du chemin. c'était Votre page magazine sur Radio Kunafoni, présentée par Sanata Koulibaly. Bonne journée à toutes et à tous. La page sport. Le 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 sport. La page sport avec le spécial Coupe du Monde de Radio Kunafoni, reportage de Namadjara. Les supporters sénégalais sont déçus après l'élimination des Lions de la Teranga en 8e de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique sur le score de 2-3. Les Lions sénégalais avaient pris l'avantage sur le score de 2-0 en première mi-temps. Mais les Belges ont égalisé en seconde période avant de renverser le match grâce à un penalty dans la prolongation. Écoutons l'analyse du match par le journaliste sénégalais Salifou Sakhanoro. D'abord, moi, l'analyse que j'ai sur le classement est que les 11 de départ, c'était pas mal. De la défense au milieu à l'attaque, on voyait que c'était équilibré. D'ailleurs, c'est ce qui a permis le Sénégal d'être dans le jeu. Dès le départ, le Sénégal avait la maîtrise du ballon, ils avaient la domination. C'est ça même qui a permis aux Sénégalais de marquer leur but. Et ils ont continué à conserver le ballon jusqu'à la mi-temps. Mais à la deuxième période, je vois un changement que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la sortie de Pape Gueye et de mettre Lamine Camara à la place. Je ne vois pas aussi l'entrée en jeu de Pape Matar Sarr. Lamine Camara, on sait qu'il est trop fautif. Parfois, il fait des interventions, il ne réfléchit pas. Si on veut faire un changement de milieu de terrain, je pense qu'il y a le jeune Barandiaï qui est là-bas, qui est tellement rapide et vivace. Il peut créer des problèmes au milieu de terrain belge et à la défense belge. En plus, c'est quelqu'un qui a une capacité de faire de très bons tirs. Mais on le laisse sur le banc et il rentre tardivement. On met Lamine Camara dès son premier ballon. Il a fait une faute qui lui a coûté un carton jaune. On fait rentrer Pape Matar Sarr. Mais Pape Matar Sarr, vers la fin du championnat, c'est quelqu'un qui ne jouait même pas. Il n'avait pas eu de temps de jeu avec son club Tottenham. Donc on le fait rentrer pourquoi? Du coup, il n'a rien fait. Ça nous a coûté cher. Après l'élimination du Sénégal face à la Belgique sur le score de 2-3, toute la nation est dévastée et frustrée. À votre avis, la faute en incombe-t-elle à l'entraîneur Pape Thiaw ou aux joueurs pour ne pas avoir été à la hauteur? L'élimination du Sénégal, si on doit situer ça, l'unique responsable, c'est Pape Thiaw, c'est le sélectionneur. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu mènes une équipe, tu fais 2-0 jusqu'à la 85e minute. En l'espace de 3 minutes, les gars ont égalisé. Ils ont marqué un but, 2-1, puis ils ont obtenu une égalisation. Ça, c'est le haut niveau, ça paye. Ça, c'est une faute professionnelle. Parce que quand on est sélectionneur professionnel et qu'on mène 1-0, on mène 2-0, on doit trouver une solution, voir comment est-ce que je peux conserver le score ou bien peut-être que comment est-ce que je peux avoir un troisième but pour être à l'abri. Surtout, le match est arrivé jusqu'à la 85e minute. Mais moi, je n'ai pas vu Pape Thiaw faire des changements tactiques ou bien réfléchir quelle est la formule qu'il faut pour conserver. Mais de l'autre côté, je vois le sélectionneur belge. Lui, il avait un papier. Il écrit de gauche à droite. Il consulte ses collaborateurs. Il regarde les vidéos. Il regarde les documents. Là, on sait vraiment qu'il est en train de préparer quelque chose. Mais du côté sénégalais, Pape Thiaw, il a fait quoi? Il n'a quasiment rien fait. On ne le voyait pas regarder des documents, consulter sa stratégie, discuter avec ses collaborateurs. Rien du tout. Et voilà, ça nous a coûté cher. Parce que le haut niveau, ça paye cash. En fait, c'est ça le problème des équipes africaines. C'est le coaching qui pose problème. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, s'ils sont éliminés aujourd'hui, c'est à cause des coachs. Ils ont de bons joueurs qui font de très bons boulots, mais malheureusement, c'est aux sélectionneurs de regarder les positionnements. Mais malheureusement, les sélectionneurs que nous avons, ils n'ont pas ce niveau-là. Ils n'ont pas du tout le niveau d'une Coupe du Monde. C'était Salifou Sakhanoro, journaliste sénégalais au micro de la radio Kunafoni. Coupe du Monde 2026. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec les favoris qui ont eu très chaud hier soir à la Coupe du Monde de football en Amérique du Nord, pas seulement à cause des températures très élevées aux États-Unis comme en France, mais plutôt parce qu'ils sont passés tout proche de l'élimination. L'Angleterre, tout d'abord, s'est finalement imposée 2 buts à 1 face à la République démocratique du Congo après avoir été menée pendant plus de 70 minutes dans la partie. Sipanga avait ouvert la marque dès la 7e minute de jeu, elle a poussé les Anglais dans leur
retranchement puisqu'il a fallu attendre la 75e pour qu'Harry Kane ne parvienne à égaliser. Le buteur du Bayern Munich qui a doublé la mise à la 86e d'une frappe puissante sous la barre pour offrir la qualification aux Anglais. Et dans l'autre match de la soirée, la Belgique de Rudy Garcia a bien cru être éliminée dès les 16e de finale. Elle était menée 2-0 par le Sénégal après début de Diarra et Ismaïla Sarr aux 25 et 51e minutes de jeu. Les Belges ne sont parvenus à réagir qu'à la 86e sur un but de Lukaku et moins de 3 minutes plus tard, Tielemans s'égalisait pour les Diables Rouges. C'est aussi l'ancien monégasque qui a scellé la victoire belge dans les arrêts de jeu des prolongations sur pénalty. Cruel pour les Sénégalais qui dominaient globalement cette rencontre et une qualification par la toute petite porte pour la Belgique. Et dans le dernier match de la soirée, les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 à Santa Clara cette nuit. Balogun et Tillman ont marqué pour les Américains en fin de première période puis en fin de match. Les Américains qui ont été réduits à 10 après l'expulsion de Balogun juste après l'heure de jeu. Ils poursuivent malgré tout leur route dans leur mondial 2026. Et ce jeudi, 3 rencontres des 16e de finale sont au programme. L'Espagne affronte l'Autriche à 21h à Los Angeles. Portugal-Croatie à 1h du matin à Toronto. Et puis la Suisse qui affronte l'Algérie à Vancouver demain matin à 5h. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très belle journée de foot. Coupe du Monde 2026. Le sport. Le sport. C'est la fin de ce bulletin d'information. Avant de vous quitter, rappelons les titres de ce journal. Téhéran revendique sur le déminage du détroit d'Ormuz et met en garde la France. La rupture entre États-Unis et Arabie Saoudite à cause de la guerre en Iran. La France qui reprend du pied à Bangui, où la Russie reste encore solidement implantée. Des millions d'euros de pertes après les violences anti-immigrés à Durban. Le Parlement zimbabwéen qui a adopté un mandatement prolongeant le mandat présidentiel jusqu'en 2030. Et enfin, le sport avec l'élimination de la RDC et du Sénégal, les équipes africaines de la compétition. Retrouvez ce journal et tout notre programme sur notre site d'internet radiokunafoni.org ainsi que sur nos pages Facebook et YouTube. Merci d'avoir écouté. À très bientôt sur Radio Kunafoni. Au revoir. Oh ma belle, oh ma belle. Rumba music. Ta façon d'aimer, c'est pas joli. C'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fadi. Ta façon d'aimer chérie, jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête. C'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête. C'est pas gentil, oh ma belle. Hey, Fatimata, amour à moi. Hey, Fatimata. C'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer Doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Ta façon d'aimer chérie, jaloux, 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 t'es trop jaloux.